Mauvais chimère. Oui, 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 oui. Martinique, montrez-nous chimère. Martinique, levez, levez debout, mauvais chimère. Histoire nous, c'est nous qui marché. Histoire nous, c'est force pour enfants nous. Martinique, levez, levez debout, mauvais chimère. Histoire nous, c'est nous qui marché. Histoire nous, c'est force pour enfants nous. Martinique, levez, levez debout, mauvais chimère. Oui, je nous d'amène qui calme. Martinique, montrez-nous chimère. Martinique, levez, levez debout, mauvais chimère. Martinique, 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 chez Martinique, semble pour nous arriver. Martinique, levez, levez debout, mauvais chimère. C'est tout vent, tout vent nous caler. Martinique, tout pour nous rouler. Martinique, levez, levez debout, mauvais chimère. Tout vent nous caler. Pendant vous, elle roule, nous pas rouler. Martinique, levez, levez debout, mauvais chimère. Humanité existe tous les jours, je nous fait la guerre. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Toutes nos pensées vont aujourd'hui vers Georges. Bonjour à Mathias et bonjour à Théo et Lucien pour la technique et bienvenue à Monsieur Félicien Gérand que nous sommes ravis de retrouver aujourd'hui car nous l'avions invité au Printemps des Poètes 2023. Et nous sommes aussi contents de l'avoir aujourd'hui, en ce début du mois de février, sachant que durant tout le mois de février, le Black History Month est célébré et doit ses origines à des abolitionnistes, au président Abraham Lincoln, à Carter Woodson, qui en est le père, à Rosa Parks, à Martin Luther King et bien d'autres Américains. Je citerai Carter Woodson. Pendant la Negro History Week, l'attention est attirée sur les personnes noires dans toutes les régions du monde afin de montrer que leur travail, même celui réalisé lorsqu'elles étaient réduites en esclavage, ne doit pas être méprisé. Et le 4 février est une date donc importante, donc c'est la première abolition de l'esclavage. Et cette date confère donc la qualité de citoyen à tous les hommes domiciliés dans les colonies, dont les anciens esclaves, avant l'abolition définitive de l'esclavage en 1848. Alors donc, nous recevons aujourd'hui donc Félicien Gérand. Alors, dans un premier temps, je vais vous rappeler un peu son parcours. Et puis ensuite, eh bien, Félicien Gérand prendra la parole pour sa conférence sur Monsieur Raoul Philippe Danao, un grand monsieur, ancien membre de l'Académie des sciences d'outre-mer et poète. Alors, Félicien Gérand, vous êtes né à Pointe-Noire, en Guadeloupe, et vous résidez dans l'Hexagone donc depuis 1977. Donc, si vous voulez participer à votre portrait, hein, n'hésitez pas. Vous vous définissez comme un conteur-poète, passeur de mots et engagé pour le devoir et le travail de mémoire. Votre aventure poétique commence en 1998 lors de Migan Poétique. Vous pouvez nous rappeler un peu ce que c'est aux auditeurs, hein. Je rappelle que nous sommes dans l'émission donc Tambou Mamaï Levé, qui a lieu donc tous les vendredis de 15h à 16h et sur la radio donc Fréquence Paris Pluriel 106.3. Oui, bonjour à tous, hein. Bonjour aux auditeurs, bonjour à la radio FPP de me recevoir et surtout à Nicole d'avoir préparé cette émission avec moi pour mieux un petit peu me faire connaître, mais surtout pour rendre hommage à ce grand homme, comme elle l'a dit, qui est M. Danao, qui nous a quittés il y a quelques mois, que beaucoup de gens de la communauté ne connaissent pas, mais c'était les gens exceptionnels venus d'ailleurs, si on peut le qualifier comme ça.
Voilà. Donc, il a dit que je suis poète-conteur et militant pour le travail de mémoire. C'est devoir de mémoire aussi, hein, tout ça va Mhm. ensemble. Et voilà. Donc, tu me posais la question, effectivement, concernant les migrants poétiques. Effectivement, j'étais membre du TAN, Théâtre de l'Air Nouveau de l'Aix-Saint-Éloi, des années 98 et après. Et c'était un moment très fort où j'ai démarré un petit peu quelque part mes classes culturelles, si je peux dire ça comme ça, où j'ai commencé à déclamer des textes, à m'intéresser à la poésie, vraiment à l'oralité de manière forte. Et donc, c'est vrai que Luc organisait chaque mois ce qu'on appelle un migrant poétique. Et c'est un événement culturel très intéressant où il faisait des montages poétiques avec des comédiens que lui-même a formés. Et il recevait des invités, tout ça, qui étaient mis à l'honneur et qui présentaient un petit peu leur travail, leur parcours, s'exprimaient un peu par rapport à ce qu'ils faisaient. Et après, il donnait un temps d'expression aux gens du public qui voudraient bien s'exprimer. Donc, moi, je trouvais ça très intéressant et c'était passionnant, ça m'a plu, je me suis lancé. Et donc, j'ai eu l'occasion de déclamer ma petite séquence où vraiment j'intervenais, où je mettais un peu style, ma gestuelle et tout ça. Je me sentais bien et je Une mise en m'évertuais scène en à même faire temps. une petite mise en scène personnelle et à bien mettre en œuvre les textes et en valeur, les textes de certains auteurs afro-caribéens que j'avais découverts ou que j'ai continué à découvrir par la suite pour vraiment de porter à l'oralité leur travail parce qu'il y a l'écrit, ce qu'on voit, mais il y a ce qu'on entend. Et ce qu'on Mhm. enregistre, que le subconscient dans l'imaginaire, ce qu'on entend un Mhm. texte, ce que ça nous renvoie. Et ça, c'est une autre dimension. Et puis, c'est un travail qu'il faut apprendre à faire. Et j'ai aimé faire ça et j'ai continué. Jusqu'à présent, je pratique avec beaucoup de plaisir. Et c'est à cette occasion-là, effectivement, que j'ai commencé à écrire mon premier texte. Et le premier texte Voilà. que j'ai écrit, j'ai voulu dire que le créole, c'est notre langue, c'est une identité forte. Mhm. Je dis les éléments de base de notre culture aux Antilles, je dis c'est le tambour et le créole. Là. Ça, l'émission s'appelle pas pour rien tambour créole. Non, voilà. Et, Exactement. et donc, je me suis dit, bon, il faut que je commence un texte et je le fais en créole. Et je l'ai écrit. Et effectivement, je l'ai donné comme titre Un bon coup de collet. Ça veut dire, si on peut te dire mot à mot, hein, tu vois, le Un créole est grand un coup de peu, gueule. si on, dans la phonétique, Mhm. on écoute un peu, Mhm. si on décortique un peu, on s'approche du français, c'est-à-dire un bon coup de colère. Un bon coup de colère. Autrement dit, un D'accord. bon coup de gueule. Mhm. Voilà, on peut dire ça comme ça, quoi, tu vois. Et voilà, c'est le titre que j'ai donné à ce texte. Mais je vais vous le déclamer puisqu'il y Oui. a une partie poétique de déclamation dans cet entretien avec Et Nicole. c'était un hommage au collectif Voilà, Égalité alors je vous pour, remets dans le contexte voilà, historique dans de l'affaire. l'intervention. Donc, on venait d'écouter et de voir à la télévision l'intervention héroïque, je dirais, et magistrale de Luc Saint-Éloi et Calix Belaya, Mhm. l'écrivaine camerounaise, qui avait créé ce qu'on appelle un collectif Égalité pour enfin dénoncer notre manque de visibilité dans les médias, les cinémas. Vraiment, c'était une période très intense à travers ce qu'ils ont fait. Et c'est dans cette période-là, des années 98, fin des années 90. Et donc, moi, quand je les ai vus à la télé, j'ai trouvé ça puissant. J'ai dit, voilà, c'est comme ça qu'on doit réagir. Il faut qu'on ait le courage de Mhm. prendre la parole, de dire ce qui ne va pas et de le dire avec force, vigueur. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que je vais vous déclamer ce texte. Je l'ai écrit en créole, hein, donc je pense qu'il y a Mhm. certains bon, les auditeurs qui Les comprennent le auditeurs et créole, auditrices vont, mais ouais. même ceux qui ne comprennent pas les Mhm. créoles, ils vont imaginer Mhm. de quoi je parle, quoi. Après, je vais résumer en français pour faire simple, quoi. Du bout de si zaïgo ayo, Like Calix t'est bien paré pour l'occasion. Mandez-moi qui Jean yo fait pour rentrer en Pitacoc là, moi, pas dit yo. En tout cas, yo t'es bien là. Qui moun qui dit nèg panique courage? Depuis longtemps, Lick et Calix te brisé exprimé en rage. Quand Dikok, yo monté en la renna, yo monté pour goumer. Yo dit, quand c'est pour battre, eh bien, yo bêté fort. À l'aide de l'onté là, et oh, il prend premier coup de zépon là. Tête rougi. Ministre de la culture là, prend deuxième coup de zépon là, bekay kochi. Qui moun qui dit nèg ka ramper? Like Calix exigeait le respect. Les moi voyons à la télé, moi senti néanmoins
haussé, dignité en moins montée en grade. Journée 19 février là, ça, c'était vraiment mémorable. Nous pouvons être fiers parce que quand autant dit grand marronnage, des nègres confisquaient la parole pour cracher souffrant sa communauté à yo qui bâillonnait et humiliait. Depuis jour là ça, télévision et cinéma prend conscience que aïe pas qu'on avant. Quand vous regardez nous, on totalement niais. Voilà, texte de moi-même, Félicien Gérard. Merci de l'écoute. Alors, en gros, je pense que vous avez un peu Oui, compris. Hein? oui. Ouais. Bah oui, on comprend, oui. Voilà, qu'est-ce que tu as compris, Nicole? Eh bien, donc, ils sont pas d'accord et qui veulent donc qu'il y ait une plus grande visibilité. Tu parles de Calix Belaya, Belaya. tout à fait. Voilà, en gros. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, voilà, ils se sont exprimés avec force, avec un discours de, je sais pas de combien, 7 minutes ou quelque chose comme ça. Ils ont tout dit, quoi. On les a laissés parler parce qu'ils ont fait un peu irruption, ils ont surpris un peu le commentateur. Et là, on ne pouvait pas les virer, c'était pas prévu. Parce qu'ils se sont dit, si on demande gentiment à ceux qu'on va parler de ça, ça ne marchera pas comme ça. Donc, ils ont fait quelque part un coup de force. C'est pour ça que je dis, c'est un coup un peu révolutionnaire, la manière dont ils ont fait, quoi. Ben, pour pouvoir prendre la parole, quand je dis qu'ils ont donc pris la parole pour pouvoir exprimer avec force la souffrance d'une communauté qui est bâillonnée, humiliée. Ils se sont dit, face à ce blocage, il faut réagir, mais d'une manière surprenante et prendre la parole. Il y a un truc qui dit, les libertés ne se donnent pas, mais s'arrachent. En gros, pour moi, c'est un petit peu ce qu'ils ont fait, quoi. Et ça continue, d'ailleurs. Et ça continue comme tu dis. Alors, on poursuit. Donc, vous poursuivez donc l'écriture dans des sujets qui vous touchent. Votre démarche poétique s'accompagne de votre engagement pour le devoir et le travail de mémoire. Quelques dates. En 2004, vous êtes co-auteur avec 7 autres poètes d'une anthologie poétique autour du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, intitulée Bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, anthologie de poésie du peuple noir, aux éditions Pyramide Papyrus Presse. On y trouve votre poème « Toi mon héros », dédié à la bravoure de Delgrès et ses hommes de courage. Alors, vous voulez nous le dire? Je fais ou bien allez. Voilà, et bien c'est sûr parce que comme on parlait du travail de mémoire, c'est ça le devoir de mémoire. C'est-à-dire que je fais des interventions régulièrement dans la période du mois de mai, qui est la période de commémoration de notre histoire d'esclavage dans les colonies françaises aussi en France. Et enfin, dans les ex-colonies, hein, parce que, bon, enfin, quoique maintenant, on parle de colonies, avec tout ce qui se passe, on se demande s'il n'y a pas une sorte de néo-machin là-dedans. Bon, enfin. Donc, donc, c'est un texte qui, par rapport aux événements de 1802 qui se sont passés en Guadeloupe, c'est des événements terribles, parce qu'on a commémoré, c'était l'année dernière, le bicentenaire, je crois, de Bonaparte. Bonaparte. C'est ça, oui. Et cet homme-là qui a rétabli l'esclavage de manière extrêmement barbare en Guadeloupe. Et les gens entendent le rétablissement d'esclavage, ils peuvent savoir non seulement ça a été rétabli, qu'on a massacré les héros qui ont résisté courageusement, mais après on a tué pour approcher les 10 000 Guadeloupéens par répression pour donner une leçon aux autres. Puisque vous révoltez, on va vous montrer comment ça se passe. Donc c'est ça, c'est aussi dramatique qui s'est passé aussi, même chose en Haïti, où Bonaparte a envoyé son beau-frère Leclerc aussi mater les Haïtiens qui se sont révoltés pour pouvoir obtenir leur liberté et leur indépendance, ce qu'ils ont réussi à obtenir en battant les troupes de Napoléon à Vertières, la bataille de Vertières en novembre 1803, avec ce fameux Rochambeau là qui donnait carrément à ses chiens à manger du noir, quoi. Vous voyez un peu l'histoire, comment elle était terriblement barbare. Et pour ce qui est de la Guadeloupe, Delgrès a résisté très courageusement avec Solitude, la Milatresse, et puis tous les autres qui ont fait face. Et moi, j'ai écrit un texte pour rappeler le combat de Delgrès et tous les autres. Alors, donc, le titre du texte, c'est « Toi, mon héros », c'est donné comme titre. Toi, Delgrès, le héros de Guadeloupe. En tant qu'ancien colonel d'armée, tu as mené la lutte contre les prédateurs. En mai 1802,
tu as dit non à cette abomination qu'est l'esclavage. En mai 1802, tu as magnifié la liberté. Quand Riche-Pense, délégué par Bonaparte, est arrivé, tu n'as pas tremblé. Tout comme Boukman, tout comme Toussaint, tout comme Dessalines, tu as résisté. Malgré leurs armes, malgré leurs armées, tu t'es pas plié. Tu as proclamé que la résistance à l'oppression est un droit naturel. Et le peuple inspiré t'a suivi. Et comme un seul homme, il s'est levé et s'est écrié, vivre libre ou mourir. Mais avant la résistance ultime, tu as rédigé ton manifeste, dernier cri de l'innocence et du désespoir. Et ce sacrifice, tu l'as fait au Matouba, le 28 mai 1802, avec tes 300 hommes. Tu t'es fait exploser pour ne pas retourner dans les fers de l'esclavage. Aujourd'hui, plus de 200 ans après, ce cri résonne dans nos cœurs et dans nos esprits. C'est pour nous que tu l'as fait. Aujourd'hui, plus de 200 ans après, à toi et à tes compagnons de lutte, nous vous accordons cette larme de respect et de gratitude pour tous ces malheurs. Voilà, c'était pour les combattants de la liberté. Un très beau texte. Merci. Alors après, donc, on continue en 2007, vous publiez aussi, en fait, vous publiez beaucoup de textes d'anthologie. d'anthologie. D'anthologie, Voilà. c'est-à-dire c'est Et des textes qui ont coécrit avec d'autres poètes aussi, qui ont été intégrés dans le même ouvrage poétique, quoi. Voilà, c'est ça, mais vous faites ça donc depuis 2004 hein, jusqu'en 2009, hein, où vous avez participé à cette anthologie écrite sur l'eau aux éditions Saja avec 55 autres poètes internationaux. Exactement. Et d'ailleurs, tu fais bien d'en parler parce que c'était justement, on a fait ça, tous les droits d'auteur sont partis pour aider Haïti. Voilà. Du fait qu'il y a eu ce fameux catastrophe tremblement de terre qu'il y a eu en 2010, ça fait beaucoup de dégâts. Voilà. Nous, comme on dit, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan, mais c'est un peu comme le colibri. Si chacun fait ses parts, on peut aussi diminuer la misère du monde parce que c'est vraiment un océan de misère. C'est ce qui s'est passé. C'est bien, c'est un don. Voilà. Et donc, j'ai écrit un texte, ça c'est ma contribution. Mais beaucoup de gens parlent de l'eau. On a beaucoup de problèmes d'eau. En Guadeloupe, malheureusement, on manque d'eau. Ou bien quand on a un peu de mauvaise qualité, parce que toute la tuyauterie, tout ce qui fait, malheureusement, n'ont pas été remplacés depuis combien de temps. Et on souffre de ça terriblement, ce problème d'eau qui n'a pas été réglé. Et l'eau, c'est la force de la vie. On a besoin d'eau pour vivre. Notre organisme est composé de 3 quarts d'eau. Et si on ne boit pas l'eau, on ne va pas tenir longtemps si on ne peut pas boire. Avec les problèmes rénaux, ça peut entraîner quand on n'est pas approvisionné en eau. C'est terrible. On sait aussi le manque d'eau, ce que ça fait en Afrique, au Sahel, dans le désert, là, ils n'ont pas d'eau, etc. Donc, l'eau, pour moi, c'est l'or blanc. C'est vital. Ou l'or bleu, c'est vital. Et c'est pour ça que je vais rapidement te lire un petit court texte que j'ai écrit sur la valeur de l'eau. Oh, tu es la source de la vie. Comme le sang, tu maintiens la vie. Et tu coules dans tous les sens. Et tu fécondes constamment la terre. Oh, tu es indispensable à notre survie. Pour ceux qui ont beaucoup de toi, tu parais comme coulant de soie. Pour ceux qui ont moins de toi, tu deviens sans doute l'or blanc. Ton histoire, c'est l'origine du monde. Oh mystère, oh colère, oh intrépide. Quand tu te fâches, tu emportes tout sous ton passage. Tu fais monter le cours de la Seine, mais ta colère est toujours saine. C'est pour rappeler à l'homme que tu vis et réagis, que ces erreurs peuvent te faire sortir de ton lit. Oh, quand la terre se craquelle et qu'inexorablement le désert avance, tu deviens obligatoirement l'espoir de l'homme. Pour toujours, tu étancheras notre soif. Voilà ce que j'ai écrit. Très bien. Et après, une petite incursion. Donc, vous faites une incursion donc dans le théâtre. Tout à fait. Et vous commencez en 74, hein, dans la pièce Même bail, même combat. En fait, c'était une pièce qui a été écrite
écrite aux Antilles par un ancien professeur hein, et tout ça, Monsieur Philogène. qui s'appelle Monsieur René Philogène, effectivement. Et donc, en fait, il était passionné aussi par l'histoire qui s'est passée dans la Caraïbe, parce qu'il faut savoir que nous, aux Antilles, on ne nous a pas appris tout ce qui s'est passé dans la Caraïbe, ce que je viens de parler tout à l'heure, qui s'est passé en Haïti, et même les événements de 1802, à l'école, j'ai jamais appris ça. Non, vous appreniez les Gaulois. Les C'est bien ancêtres, ça. les Gaulois, et Victor Mhm. cherchait à abolir l'esclavage. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Comment ça s'est passé? Mhm. Qu'est-ce qu'il y a eu dans la Caraïbe par rapport à ça? Rien du tout. Motus. Et donc, quand j'ai vu qu'il a fait cette pièce pour rappeler cette histoire-là, il était conscient qu'il y avait ce manque-là. Et c'est dans cet esprit-là aussi qu'il a fait cette pièce de théâtre. Et c'est la première fois que j'entendais parler de Toussaint Louverture. J'entendais dire que Toussaint Louverture, quelqu'un qui a battu les troupes de la France. J'ai dit, ben, c'est extraordinaire ce qu'il raconte là. Ben, c'était passionnant. Et quand je suis arrivé ici en métropole, je continue à faire mes recherches, à me procurer des livres d'histoire, à participer, à savoir plus sur ces grands. Ce sont des grands héros de notre histoire qui ont été occultés. C'est des hommes extraordinaires qui sont battus, sacrifiés pour notre dignité, notre liberté dans toute la Caraïbe. Et on a le devoir de connaître ça. Et tous les enfants, la génération future, la jeune génération doit s'en imprégner pour comprendre qu'ils sont fils de héros, de gens qui ont été très puissants, quoi. Voilà. C'est connaître son histoire, connaître le patrimoine de C'est ça, c'est exactement. ça. C'est important, oui, oui. Et comment? Ouais. Alors, 2005, 2007, 2008, donc vous jouez, vous interprétez. En 2008, par exemple, vous jouez dans La Liberté, sinon rien. Donc, c'est toujours donc des pièces engagées. Donc, on voit bien que Exactement, vous êtes- c'est une pièce engagée qui a été toujours- écrite par M. Gérald Volta, qui nous a quittés il y a un peu plus d'1 an aussi, c'est lui, effectivement. Et donc, il m'a proposé un rôle comme avec d'autres compatriotes. Donc, tout ça, c'était autour justement de l'approche de l'abolition à la Martinique. Parce que les gens entendent l'abolition aux Antilles, mais il faut savoir, par exemple, au niveau de la Martinique, il y a eu des révoltes, des résistances d'esclaves qui ont fait que le décret qu'ils ont fait traîner pour gagner du temps pour les colons continuer à se remplir un peu au maximum les poches parce qu'avant que l'heure fatidique arrive, eh ben, c'est grâce au combat, la révolte qui s'est passée en Martinique. Ils ont brûlé des plantations. Il y a un esclave qui s'appelle l'esclave romain qui jouait du tambour. Ils l'ont arrêté, tout ça. Eh ben, la population s'est révoltée, tout ça pour le faire libérer. Il a été défendu par un avocat. C'est une histoire extraordinaire. En fait, la pièce tourne autour de ces événements-là. Donc, il y a eu des nègres marrons martiniquais aussi qui se sont battus pour pouvoir arracher aussi la liberté en attendant qu'on on la raccorde, comme je disais tout à l'heure, les libertés ne se donnent pas, mais s'arrachent. Il y avait déjà trop de souffrances accumulées depuis combien de temps, depuis le rétablissement en Guadeloupe et tout ça, les esclaves ne pouvaient plus supporter ça. Donc, il s'est dit, maintenant, il faut briser le système, quitte à prendre des risques et sacrifices, mais on n'a rien sans peine, quoi. Donc, Faire reconnaître son identité. Oui, bien sûr, son droit à la vie, son droit au respect, son droit à la dignité, et voilà, de vivre comme tous les hommes doivent vivre. Et quand on voit que ça se passe comme ça, alors que dans France, depuis 1789, on avait fait une déclaration des droits de l'homme qui dit que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Alors qu'en fait, à ce moment-là, pendant qu'ils ont fait ça, tous les esclaves étaient sous les fers en Haïti, dans les Antilles, partout. Vous voyez un peu le deux poids, deux mesures. Mais je ne sais pas si c'est bien résolu, ça. On se pose des questions. On se pose des questions. C'est un idéal à atteindre, mais on n'y est pas encore. On voit bien, donc on vous entend. Donc, je rappelle, donc nous sommes dans l'émission Tamboum en maille levée tous les vendredis 15h à 16h avec Félicien Gérand. Et là, on comprend bien et on entend bien votre engagement. Et votre engagement, comme vous l'avez dit, donc vous êtes conférencier, poète, conteur, vous faites des lectures publiques à haute voix et des lectures et des séances avec des jeunes de façon pédagogique sur le thème de l'esclavage. Et vous êtes en collaboration vous avez été en collaboration pendant plusieurs années avec la revue mensuelle nommée Poésie 13, dans lesquelles vos poèmes ont été publiés. Et vous participez encore là aux rencontres poétiques mensuelles organisées chaque mois à Paris dans le 19e. Exact. Par l'écrivaine, auteur-poète et metteur en scène Charlotte Rita. Donc c'est une grande dame. Oui, bien sûr. Voilà, c'est une grande dame. Qui défend fortement la poésie, la mise en scène. Oui, voilà, c'est ce que j'ai vu. Elle a écrit pas mal d'ouvrages. Sur Internet. C'est une personne qui est très engagée dans ce qu'elle fait aussi. Je pense que vous entourez de passer la parole, engagées. Exactement. Passer la parole, vous êtes passeur de parole. De parole, en fait, c'est ça. Ouais. Et
Et également, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez participé aux événements donc du mois de mai et aussi du mois d'octobre, le mois créole, Tout à fait. Tout à organisé fait. donc par des associations telles que Diffé Caco, présidée par Chantal Loyal. Et pour terminer votre portrait, bah, je citerai quand même l'association là pour l'édition du 4 novembre 2023 de ce mois créole. L'association nommée Zaminote de Colombes a organisé pour la première fois un concours d'éloquence autour des valeurs du créole et de la créolité. Et vous avez eu l'honneur de remporter le premier prix de ce concours pour votre texte intitulé Je vous écoute. Hommage à langue créole. Alors en créole, Voilà. dites-le. Alors en créole, Homais, c'est pareil. Oui, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. C'est pas écrit pareil, mais ça se Voilà, dit ça se de la prononce même, pratiquement de la pareil, en même fait. façon. Alors un peu votre actualité, Félicien, avant de passer à Monsieur Raoul Philippe Danao. Alors, mon actualité la plus proche, La c'est plus proche. surtout déjà l'hommage à Konaya. Konaya, Voilà. c'est une grande militante qui s'est battue pour faire connaître l'histoire des nègres marrons. Parce qu'on entend parler des nègres marrons, voilà, c'est les vrais combattants de la liberté qui se sont battus pour qu'on sorte du joug de l'esclavage. Ils ont pris des risques, ils sont partis dans les forêts, partout, ils étaient pourchassés par les chiens, les maîtres. Et quand on les attrapait, les pauvres, ils finissaient avec des châtiments les plus Oui, terribles. c'est le- Et donc, il y en a eu dans toute la Caraïbe, les îles anglaises, en Guadeloupe, Martinique, à La Réunion. Elle a fait une recherche très approfondie pour nous faire connaître mieux tous ces marrons qui ont résisté. Je crois qu'il y a une grande femme marronne qui s'appelle le Nani et tout ça, je crois, qui est au niveau d'une île anglaise, a mené un combat considérable contre les esclavagistes. On a plusieurs exemples comme ça. Par exemple, Solitude Aminatrès, c'était une négresse marronne aussi, quelque part en Guadeloupe. Donc, on a eu des figures comme ça qui ont été complètement méconnues, complètement ignorées, alors qui ont mené des combats extraordinaires pour la liberté des esclaves, mais la liberté tout court. Et donc, voilà, donc c'est intéressant quand même que les gens le sachent, quoi. Alors ça, cet hommage a lieu dimanche 4 février, forcément, puisque vous Voilà. rappelez la date. Donc, c'est un dommage qui est mis en place, surtout avec la collaboration du comité du 10 mai avec Théo, Voilà. qui est présent ici pour la technique. Et il y aura beaucoup d'intervenants divers, des personnalités, Des témoignages, des des photos, performances artistiques. rappeler un peu le parcours en images de Konaya pour que les gens connaissent mieux. C'est ça le travail de mémoire en rend hommage aussi, parce que la personne a fait et de son vivant, même si c'est quelques mois qu'elle est décédée, mais beaucoup de gens ne connaissent pas et on s'en imprègne de son parcours. Oui, c'est important de faire connaître. De sa lutte et de faire connaître. Et c'est ça aussi le sens de cet hommage, quoi. Ouais. Donc, ça a lieu à l'espace culturel Soko Fendi, Paris 13e. Voilà, Oui, 43 allée Paris, Ivry. Voilà, je crois que c'est le métro Olympiade et le bus 62. Oui, Porte de France ou bien le T3 Avenue de France. Donc, c'est dimanche 4 février de 14h à 22h30. L'entrée est gratuite. Vous pouvez réserver et si vous avez donc des questions, le contact, c'est comité10mai@gmail.com. Juste un complément. Donc, moi, je vais intervenir aussi en tant que poète et aussi à un groupe de tambour Ubuntu aussi, qui dans la partie artistique en fin de soirée aussi, avec d'autres groupes aussi, vont illustrer par des textes et des chansons aussi pour contribuer à cet hommage. Voilà. D'accord. Et en Guadeloupe, il y a le Cinestar Black History Month Festival. Il y a eu le lancement de la 6e édition du 26 janvier au 14 février et c'est le multiplex Cinestar qui se fait l'écho du Black History Month. Donc, cette célébrité, j'en ai déjà parlé, créée aux États-Unis dès 1976. Donc, si vous êtes en Guadeloupe, eh bien, vous pouvez aller au cinéaste. Tout à fait. Voilà. C'est bien de le rappeler. Cinestar, il s'appelle Cinestar. Hein. Et il y aura un accent particulier mis en avant sur la musique. Alors, un petit intermède musical avant de passer à la conférence pour souffler un peu. Eh bien, c'est un album donc du pianiste cubain Alfredo Rodriguez Band. Son album s'appelle Choral Way. Et cet album marie jazz, pop, timba, salsa, bachata, tango et boléro. Et Quincy Jones dit d'Alfredo Rodriguez qu'il est un
des meilleurs et des plus prolifiques et talentueux pianistes de jazz du XXIe siècle. Donc, nous l'écoutons. Félicien, donc on vous écoute. Oui, effectivement, dans cette deuxième partie, je vais vous parler d'un grand homme qui nous a quittés il y a quelques mois, hein, c'est au mois de juin, là. Donc, c'est Monsieur Raoul Philippe Danao, donc qui est d'origine guyanaise. Et donc, c'est une personnalité, franchement, de la communauté antillo-guyanaise qui a un parcours de vie que je qualifie d'extraordinaire. Hein, je viens de dire exceptionnel, mais qui mérite aussi d'être mieux connu, autant que ce soit dans la communauté antillaise spécifique, mais dans toute l'Hexagone, par rapport vraiment à sa dimension, son implication et son parcours professionnel vraiment très, très particulier qu'il a exercé au niveau de l'Afrique et de l'Asie, un peu partout en tant que haut administrateur. Et donc, en fait, je vous parlais un petit peu de sa biographie parce que c'est donc un monsieur qui est né le 14 février 1926 en Guyane et qui est décédé à Champigny le 26 juin 2023 à l'âge de 98 ans. Alors, j'ai dit qu'on peut dire qu'il a eu une vie qui a été vraiment bien remplie vu l'importance de cette durée d'existence. Mais il paraît que ce n'était pas gagné du tout d'avance parce que, selon ce que m'a rapporté sa femme, ses débuts de vie ont été très compliqués. En ce sens que, entre 5 et 8 ans, il a été frappé d'une sorte de fièvre qu'on qualifiait d'inguérissable. Et les médecins n'arrivaient pas à trouver de solution à cette maladie, à tel point qu'il a même été paralysé. Et pareil, c'est grâce à ce qu'on appelle un guérisseur rebooteur. C'est des gens qui sont capables de soigner des entorses et tout ça, mais en utilisant des méthodes empiriques sans avoir une formation de médecin, mais ils ont une capacité, Et sans médicaments. sans médicaments, de comprendre le corps humain et puis d'arriver à donner un traitement un peu paramédical, je peux utiliser ce terme, pour essayer de guérir des Oui, choses. toucher le corps. Voilà, ils même. touchaient le Toucher corps, le corps. etc. Voilà, ils avaient, je sais pas, un don, c'était à la fois physique, spirituel, ils sentaient les choses et ils arrivaient. Et c'est quelqu'un comme ça qui, en utilisant aussi des potions naturelles, des choses comme ça, qui a réussi à le mettre sous pied. Et alors, durant pendant cette période-là, c'était compliqué parce que c'est la période quand même où on rentre dans le domaine scolaire. Donc, ça l'a complètement bloqué pour le démarrage de sa scolarité, et à tel point qu'on a pu quand même les gens qui l'élevaient et tout ça, lui donner quelques coups particuliers quand même pour qu'il ne soit pas complètement déconnecté du milieu scolaire. Et donc, c'est dans ces circonstances extrêmement difficiles qui ont bloqué, qui ont fait qu'il a pu rentrer dans le système scolaire qu'à l'âge de 9 ans, quand il a été guéri. Mais il a été un élève très, très doué, extrêmement doué, à tel point que ses professeurs, voyant son talent extraordinaire, lui ont fait sauter des classes.
Et il a pu largement combler le retard qu'il a eu à cause de son problème de santé. Et il a même fait mieux en obtenant son baccalauréat à 16 ans. C'est dire que le bonhomme était doué. Et selon ce que, effectivement, qu'a témoigné sa femme, toujours vivante, Madame Marie-France Tanao. Et en fait, après la fin de ses études secondaires, il a pu obtenir une bourse pour entrer dans l'Hexagone. Bon, on disait la métropole à l'époque, mais il paraît maintenant, il ne faut plus dire métropole, il faut dire Hexagone. Parce que ce terme était dit par rapport aux colonies. Voilà. Donc, alors, ce qui fait que il a été dans les écoles supérieures. C'était un très bon élève. Il a été aussi à l'École nationale de la France d'outre-mer. Il a été diplômé d'études supérieures de droit public, docteur en économie et licencié en lettres. Toutes ces brillantes études lui ont permis de devenir administrateur civil hors classe, c'est-à-dire déjà dans la plus haute catégorie qui puisse exister en tant qu'administrateur. Il a été même un expert conseil au Bureau international du travail, le fameux BIT. Il a été sociétaire des gens de lettres de France, sociétaire des poètes français. M. Danao a donc effectué une double carrière d'administrateur et de poète. Alors, les domaines et régions dans lesquelles il a exercé sont les suivants. Donc, économie, administration coloniale, politique, inspection du travail, poésie. Ces divers pays d'exercice professionnel ont été le suivant: Guyane, Madagascar, Comores, Maroc, Tchad, Cambodge, France, Rwanda. Enfin, un bon petit paquet, hein. Et l'Académie des sciences d'outre-mer, puisqu'on le présente comme ça dans l'affiche, dont il a été membre titulaire 5e section. Et donc, ça s'est passé, son entrée dans cette académie le 5 janvier 1995. Et c'est cette académie qui a retracé un peu son parcours et sur lequel je me suis inspiré pour avoir des informations qui me permettent de parler de lui aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'en sa qualité de docteur en économie, il a occupé un poste de conseiller politique de ressources humaines et il a été administrateur civil hors classe du ministère du Travail et de la Santé. De 1955 à 1961, il a exercé des fonctions en qualité d'inspecteur du travail à Madagascar et aux Comores. De 1960 à 1961, il a été aussi inspecteur général régional du travail et conseiller technique du ministère du Travail pour ces deux pays. De 1962 à 1969, il a été affecté au ministère du Travail en France. De 1969 à 1979, il a poursuivi sa carrière en tant que conseiller au Bureau international du travail. De 1969 à 1970, il a été conseiller auprès du gouvernement pour l'emploi et les ressources humaines au Maroc. De 1973 à 1975, il a été conseiller du ministre des Finances et de l'économie du Cambodge. Il a été aussi conseiller technique du ministre des Plans dans le cadre de la coopération française. De 1977 à 1985, il a occupé le poste de conseiller technique auprès de la Direction générale de la santé au ministère des Affaires sociales à Paris. Il a aussi occupé un poste de conseiller au Bureau international du travail et de l'ONU pour la préparation du plan et celui du conseiller à la Direction générale de la santé et mission au Rwanda pour le développement des ressources humaines. Alors, ces dernières années encore, jusqu'à l'approche de sa mort, il ne s'est jamais arrêté. Il travaillait sur un projet pour pouvoir mettre sur pied une association qui devait œuvrer à sa création, la promotion, la communication pour l'institution de quelque chose qui lui tenait à cœur, c'est-à-dire le fameux revenu du développement pour pouvoir permettre une vie meilleure à tous les Français. L'intérêt général, le fait de voir les autres vivre mieux, même si lui, il aurait pu se dire, j'ai déjà bien donné, vu le grand âge et tout ça, je reste dans mon petit coin, je m'occupe de moi. Eh bien, il avait le souci de penser à la jeunesse, aux gens qui étaient au chômage, aux gens qui souffraient, qui n'avaient pas les moyens de vivre, pour pouvoir porter sa contribution pour espérer faire changer les choses. Vous voyez comment cet homme-là avait exceptionnel, une générosité, avec une force d'âme, avait une envie vraiment que l'humanité soit mieux, quoi. Un homme engagé, hein. Ça Un veut homme dire ça, engagé. fortement engagé Oui. dans le concret et dans le réel. Oui. Lui faisait pas de la politique politicienne.
Là, et comme on dit, lui, il mettait vraiment la main dans Oui. le cambouis. Il agissait. Et il Il agissait agissait, pour pas faire plus. de paroles, mais des actes. Oui. Voilà. Alors, donc, c'est vrai que je vous parle un petit peu de ce que c'est que l'Académie des sciences dans Oui. lequel il a exercé. Donc, en fait, c'est une institution d'État qui exerce une mission de conseil auprès des pouvoirs publics et qui a vocation à étudier sous divers aspects les questions ayant trait à l'outre-mer d'autrefois, lequel correspond à l'ex-empire colonial français. L'un de ses ex-présidents s'appelait Monsieur Robert Cornevin. Il avait confié à M. Danao une mission de recensement des poètes d'outre-mer, parce qu'il savait qu'il était poète. Et c'est à cette occasion que M. Danao a effectué des investigations littéraires et a fait la connaissance, par la première fois, de sa femme Marie-France Danao. Voilà. Et donc, qui est devenue quelques années plus tard sa seconde femme, puisque sa première femme est décédée avant l'heure, malheureusement. Et donc, effectivement, bon, M. Danao a eu un fils avec sa femme actuelle qu'il a laissée et qui est âgée de 29 ans, et qui s'appelle Valentin. Et donc, la première épouse était donc une Martiniquaise qui s'appelait Liliane Germain. Et M. Danao, qui était aussi un bon vivant, aimait aller fréquemment passer des moments agréables au fameux bal nègre de la rue Blomet à Paris. Et c'est à cette occasion qu'il rencontra sa première femme. Après quelques années de mariage, comme je viens de dire, la pauvre, elle est partie très tôt et un autre coup du sort a frappé encore M. Danao et après la disparition de sa femme. C'est-à-dire que les deux enfants qu'ils ont eus sont morts d'une infection virale. Vous vous rendez compte? Oui. Voilà un homme qui a eu beaucoup de coups durs dans sa vie et qui malheureusement a continué son chemin à travers tous ces problèmes. Et donc voilà. Et c'est sûr que en dehors de ses fonctions aussi d'administrateur, il faut savoir aussi qu'il était aussi membre de jury, parce que vous voyez, je parlais comme quoi il s'occupait des questions de ressources humaines et tout ça dans ses fonctions. Et personnellement, je l'ai entendu témoigner du cas d'une dame, je crois que c'est une dame d'origine antillaise, ou voilà. Et donc, le jury dont il faisait partie, il était le seul dit de couleur exotique dans ce jury. Et donc, il devait délibérer sur le cas de cette personne, mais c'était un peu litigieux. Donc, il fallait qu'il soit un bon avocat pour arriver à la pauvre à défendre. Eh bien, apparemment, il a pris la parole, il a expliqué la situation de cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui a eu des situations, parcours qui a été difficile, vu son origine, son histoire, son intégration ici, tout ça a été compliqué, ça ne lui a pas permis de se former dans les meilleures conditions, il était un peu handicapé par les circonstances. Donc, une personne comme ça, on peut la comprendre et puis l'aider, même si c'est un petit quelque chose puisqu'il manque, mais de lui donner une chance de pouvoir accéder à ce concours et au poste que ça leur permet d'occuper, quoi. Et donc, les autres ont été attentifs à son argumentation, étaient convaincants, et puis il a réussi à faire que cette personne soit admise, quoi. Donc, vous voyez un peu ce dévouement, en même temps qu'il montre aussi son engagement un peu antiraciste, parce qu'il y a toujours le racisme en filigrane aussi, hein. C'est que vous êtes seul de couleur dans un jury de majorité, et puis on n'a pas envie de faire de cadeaux. On s'est dit, la couleur de peau, mine de rien, en subliminal, ça joue un petit rôle là-dedans. Donc, il a compris intelligemment, il n'a pas parlé de ça, mais il a fait comprendre que cette personne-là, il faut traiter peut-être différemment. Donc, vous voyez son dévouement pour les autres, pour la cause des autres, pour son empathie. Son implication. Et son implication, voilà, c'est ça. Et donc, voilà, donc c'est pour tout ça pour dire que c'est quelqu'un vraiment d'extraordinaire dans son fonctionnement. Et il faut savoir que pour sa brillante carrière et son dévouement au service de la France, il a été nommé au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite suite à la décision ministérielle qui est parue au journal officiel le 31 janvier 2008. Donc, il y a quelques années, la collectivité aussi de Guyane lui a attribué une rue qui porte son nom. Ça, il a quand même été honoré de son vivant, c'est déjà bien. Alors maintenant, je vais parler un petit peu de sa carrière littéraire. Et pour parler de sa carrière littéraire, je vais demander donc à Nicole, qui lit bien les poésies, de nous lire un texte qui se trouve à la page 57-58, qui s'appelle Histoire de... Histoire de fête dans
un recueil de poèmes qui s'appelle Le Garrigue du temps, écrit par M. Danao. Donc, il faut savoir que M. Danao est auteur de pratiquement 11 à 12 recueils de poésie, hein. On se demande, avec toute cette activité professionnelle, comment il Comment il trouvait a le fait? temps pour Oui. écrire. Donc, on voit que c'est un passionné de poésie, ce monsieur, c'est La nuit, extraordinaire. la nuit. Et c'est aux éditions Saint-Germain-des-Prés. C'est ça, Et c'est je ça. crois que tous ses livres sont aux éditions Il Saint-Germain-des-Prés. a publié pas mal aux Oui. éditions Saint-Germain-des-Prés, mais il a fait avec d'autres éditeurs, mais c'est celui-là le plus, quoi, je crois. Alors, tu vas nous lire ça. Soir de fête. C'était une brune merveilleuse, éblouissante comme un soleil. Elle me rappelait la lointaine yeuse de mes années de folle espérance et de longue errance par les chemins qui longent les forêts du songe. Elle était assise à une table proche. Je ne la quittais pas des yeux. Elle portait un ensemble de jais, une toilette magnifique et racée comme son visage. Il y avait dans son regard comme de la gaieté et pétillaient ses yeux de la malice ingénue du jet. Il y avait encore, ce soir de farandole, de la féerie dans ses cheveux, dont les indolentes boucles enchâssées de pierres fines, ourlées d'étoiles bleues, étincelaient telles des escarboucles, sous l'éclat des girandoles. L'orchestre attaqua un pot pourri de biguine. Je voulus la faire danser. Je me levai pour l'inviter. Elle avait disparu, littéralement volatilisée. Aussi, ne dansai-je avec elle qu'en pensée, uniquement dans mon rêve. Ah, merci. Et on va Parce quand que même c'est toujours l'applaudir, hein, parce que c'est bien. un hymne à la femme. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce qu'on l'a qualifié de poète de l'amour, poète de la femme. Et globalement, dans ce qu'il a écrit, il a toujours mis en valeur, magnifié la femme dans toutes ses poésies. C'est extraordinaire, parce que c'est rare de voir un poète qui a autant écrit pour mettre la femme en évidence et en valeur. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est formidable. Et là, c'est vrai qu'il y a un texte qu'il a écrit là aussi, Issu du recueil. le recueil Chantereine. Dans Chantereine, toujours aux éditions Saint-Germain-des-Prés. Ben, je vais vous lire un petit texte. Peut-être si tu veux enchaîner avec un autre dedans. Bon. Alors, Soleil couchant. Naguère au temps des régates, je suis venu à le Cat, la ville merveilleuse de Soleil couchant, blottie au bord de l'étang, c'était encore l'époque des vendanges. Je suis allé sur la plage orange, et puis sur la plage bleue, faisant de mon mieux, comme au dernier printemps, pour glaner sur la bruyère du temps quelques brins de ton souvenir. Et pour finir, je suis revenu vers la cité que j'avais quittée, la frêle espace d'un songe par les sentes qui longent. Au-delà du miroir, mon ardente hantise de te revoir, c'est l'arrière-saison des régates. Quand je suis revenu à Port-le-Cat, la merveilleuse de soleil couchant, levée au bord de l'étang, où scintillaient de mirifiques navires à l'heure où tant me hantait de ton souvenir. Vous voyez, en filigrane, il rend hommage à un endroit, et en même temps, il montre que c'est là qu'il attendait une femme patiemment dans cet endroit magnifique, quoi. C'est très beau, oui. Voilà, ben, si tu veux, on reviendra sur la poésie tout à l'heure. Et donc, en fait, pour parler de sa poésie, et donc, je dirais que sur le plan littéraire, c'est un homme qui est prolixe. Je disais quoi qu'il a publié pratiquement près de 12 recueils de poésie. Et donc, je me suis demandé comment il a pu faire ça, trouver le temps. Enfin, je me suis dit que c'était un homme tout simplement passionné. Voilà, et quand on est passionné, on trouve le temps d'exercer sa passion. Alors, son œuvre poétique se détaille de la manière suivante. Soudain, l'aurore, publié aux éditions Saint-Germain-des-Prés à Paris en 1983. Le temps d'un amour, publié aux éditions Saint-Germain-des-Prés, toujours 1984. Chanson pour l'inconnu aux éditions encore Saint-Germain-des-Prés en 1986. Spasme aux éditions Saint-Germain-des-Prés en 1987. L'autre côté du rêve, c'est celui-là, préface de Jean Robert aux éditions
Flamme vive à Paris en 1988. La Garrigue du temps, dont tu viens de déclamer aux éditions Saint-Germain. Album au pays des mille collines, édition Saint-Germain-des-Prés en 1991. Chanteur Reine, celui que j'ai amené. Toujours édition Saint-Germain-des-Prés en 95, excusez-moi. On aurait dit qu'il a pris un abonnement aux éditions Saint-Germain-des-Prés. Errance et souvenance, voilà, c'est celui que j'ai amené aussi, là. C'est vraiment bien, tout ça. Alors, ensuite, Adagio pour elle, incluant notamment Naguère en Guyane, qui a été édité à Paris en 2002. L'Ogive de l'infini a été publié aux éditions d'ici d'ailleurs de mots en 2007. Ménestrel de l'ailleurs est un recueil qui est resté en préparation. Chaque heure blesse, il a publié aussi, c'est un roman. Chaque heure blesse, c'est un roman publié aux éditions Promo à Paris en 1968. Alors, certains de ces poèmes et de son épouse Marie-France et plusieurs autres poètes ont été publiés dans un ouvrage édité en 1994 et qui contient ce qu'on appelle les actes du troisième colloque international francophone de Pérac dans le Lot organisé au Roc par l'Association des écrivains de langue française dont le titre est Les écrivains de la négritude et de la créolité. Alors, donc en fait, c'est ça que je parlais, c'est un sacré pavé, hein. Ah Il y a oui. beaucoup d'écrivains de la négritude qu'il y a du tout dedans. Donc, M. Danao publie un article où il met en valeur M. Léon Gonton Damas, qui est un poète de la Guyane, qui est aussi un poème de l'amour, et qui était aussi un poème, comment on dit, qui, dans son expression aussi, faisait sortir l'amour des autres, hein, l'amour de la femme et tout le reste. Et voilà, donc c'est très intéressant comme ouvrage. Et donc, c'est vrai que Monsieur Danao s'arrangeait avec sa femme, mais qui a publié aussi près de 12 recueils. Donc, vous voyez, C'était une poétesse. poétesse aussi, Enfin, elle est une c'est une poétesse. poétesse. Et on aurait pu penser qu'il y aurait une concurrence Oui. entre eux, parce que ça peut arriver. Oui. Ben, tu sors le tien quand, moi je sors le mien cette année, non pas cette année, etc. Mais apparemment, intelligemment, ils ont su s'arranger pour ne pas se concurrencer, faire ça en alternance, et ça s'est bien passé. Voilà. Donc, alors, le style de poésie de Monsieur Danao, c'est un style de poésie un peu classique qu'il a adapté à sa personnalité outre-mer. Donc, un poète, par exemple, comme Verlaine l'a inspiré. Et donc, il balançait entre la mélancolie et le goût inné du bonheur, qu'aucun coup du sort, même la disparition de l'être le plus aimé ne saurait entamer. Vous voyez, je parlais de sa femme qui a disparu, c'est un peu de ça qui en fait allusion là, et donc ça n'a pas déstabilisé pour continuer à écrire sa poésie, tout en rendant hommage à sa femme disparue en même temps dans ses textes. Il connaissait les enchantements, les ensorcellements de l'amour, les instants de transport et d'allégresse. Il sait aussi l'amère expérience de la douleur, du désespoir, de la séparation et de la mort, le charme des femmes qui sourient, les yeux à demi fermés, les bras chargés de roses. Il ne peut s'empêcher à l'approche du printemps de se souvenir de la femme naguère toujours adorée et au-delà de la mort et d'aller malgré la pluie fleurir sa dernière demeure, pleurer et sangloter sous sa tombe. Ça dit quelque chose, tout ça. Et c'est ce qui ressort dans le postface de son recueil de poésie intitulé Errance et souvenance. Donc, c'est celui-là. Tu pourrais nous en lire un? Bien sûr, ça va se faire. Et là où il a aimé, et il a rêvé, aimé, peut-être seulement rêvé d'aimer, Cayenne, la cité magicienne, ou Verlaine de la Biguine, comme certains l'ont qualifié, à cause de la musicalité de ses vers, il souhaiterait danser éperdument sous des rythmes de harpe indienne et de guitare hawaïenne, avec une maman d'îlot, communément appelée sirène. En Guadeloupe, aux Antilles, on dit maman de l'eau. Et il faut savoir qu'en plus de la publication des ouvrages poétiques de M. Danao, il a publié des articles dans d'autres revues et magazines sur des sujets qui lui tenaient à cœur. À titre d'exemple, il a publié dans une revue qui s'appelait Monde et Culture. C'est une revue qui était soutenue par l'Académie des sciences dans laquelle il était, que j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, c'est tout ça pour dire que même, par exemple, dans la période du mois créole, quelqu'un a sorti un article en 2016 sur M. Danao, qu'il a écrit sous le créole.
sa Mhm. conception à lui, comment il voyait l'île Creuse. C'est vraiment un super article. C'est un monsieur qui s'appelle Monsieur de Bologne qui a écrit cet article-là. Et donc, voilà, par exemple, un extrait de ce que dit Monsieur Danao. À l'origine de la jeunesse des parlers créoles, qui résulte, comme il est fréquemment admis, du contact d'une langue européenne et des langues africaines, procédant en gros, comme le définit le grand Larousse universel, des événements suivants: déportation en terre étrangère de populations dépourvues d'une langue commune au sein d'une communauté fermée, entre parenthèses, la plantation, et devant recourir à la langue du maître, ne serait que de façon limitée et imparfaite, au moins pour comprendre les autres. Alors, sciemment, cette partie-là, il exprime un peu l'origine, comment le créole est venu à l'existence. Voilà. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a fait un travail super complet et intéressant. Et, donc, c'est là, il faut savoir aussi que il a aussi écrit des essais à caractère économique. Et donc, par exemple, Il a le revenu, là. voilà, avant le revenu du En fait, le revenu, du c'est que minimum, tous les gens il avait donc gagnent le même écrit salaire, c'est ça? pour que tout le monde ait un revenu. Pas le même salaire, mais que tout le Tout le monde monde puisse est avoir de un. quoi vivre, D'accord. il estimait décemment. Et donc, en fait, avant l'arrivée à écrire cet ouvrage, le revenu général, le revenu voilà, universel, il a écrit un premier ouvrage avec un ministre qui s'appelait Henri Plagnol, un ministre effectivement qui habitait du côté de Saint-Maur, qui a été maire aussi à l'époque. Et le titre, c'est une stratégie globale pour une pleine occupation pour les Gomen à une économie citoyenne, qui était paru aux éditions New Legend en novembre 2002. En fait, ces deux personnes étaient très obsédées par la question du chômage, la question du plein emploi. Et la France traversait une période aussi où le chômage frappait fort. Et ce problème n'a jamais été réglé. C'est récurrent, le problème du chômage. Et c'est suite à la sortie de cet ouvrage qu'un magazine hebdomadaire guyanais qu'on nomme Loisirs Info du 17, qui est paru le 17 au 23 février 2003, a publié un article dans lequel il analyse sommairement l'ouvrage de M. Danao avec un gros titre, je cite, un Guyanais à la rescousse de l'économie. Donc, il y a eu un développement de ce magazine dans lequel il dit au démarrage: considéré il y a quelques années comme le meilleur spécialiste de l'emploi en France, le Guyanais Raoul Philippe Danao répond du service. En compagnie, cette fois d'Henri Plagnol, le secrétaire d'État à la réforme de l'État, les deux hommes ont décidé de s'attaquer à un terme qui leur est cher, l'emploi. Leur essai économique, fruit de 4 années d'investigation et de réflexion, tombe à point, car à l'heure actuelle, c'était dans les années 2016, hein, le chômage en France semble s'installer à un niveau fort élevé dans la durée. Une étude de la Commission européenne fait d'ailleurs apparaître que la France, pourtant quatrième ou cinquième puissance économique mondiale, n'arrive qu'au 12e rang sur les 15 membres de l'Union européenne dès que l'on calcule le PIB par habitant. Alors, donc, comme on approche de la fin, ce serait bien donc, ce serait que tu lises rapidement, effectivement, poème. de dire que M. Danao, c'était aussi un philosophe, un homme de pensée positive, un homme qui avait le sens de la résilience et qui était tourné vers les autres, qui avait des philosophies en famille, qui est un médiateur aussi, qui accompagnait les gens, qui résolvait des problèmes dans la relation employeur. Un homme exceptionnel, voilà, comme tu as dit au début pour le présenter. Alors, nous t'écoutons. Voilà, alors donc là, bon, c'est des petits tests courts, hein, comme ça, on ne va pas être. Par exemple, là, des sourires et des roses. Tête légèrement penchée, yeux à demi fermés, les bras chargés de roses, elle souriait. Des roses rouges, des roses blanches, à profusion. Et puis des branches, et puis des feuilles, plein les bras, plein les cheveux, épanouie, chaleureuse. Encore, elle souriait, extasiée, ensoleillée comme le printemps. En 1996 qu'il a écrit ça. Vous voyez, c'est cool, c'est beau. Oui, c'est beau. Ben, c'est Voilà. court, mais c'est bien. Alors, Annecy, pourquoi donc
entendait-elle plus que jamais se remémorer le petit pain doré que penchée sous l'eau, elle rompit après l'après-midi en menus morceaux entre ses doigts pensifs et raminés pour les disperser au signe attentif du lac halluciné. Pourquoi au hasard de leur errance encore s'obstinait-elle à garder souvenance de la goulayante bière que sous une enchanteresse lumière, ils avaient savouré la nuit tombée à une attrayante brasserie sur la rive fleurie, le canal illuminé au cœur de l'envoûtante cité, la ville merveilleuse d'Annecy, où naguère sans trêve, il avait égrené ses rêves. Merci beaucoup Félicien Gérand donc pour cette belle conférence donc sur Raoul Philippe Danao. Alors n'hésitez pas donc à aller donc rechercher en bibliothèque donc ces titres et là